Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, nous irons en Iran où certaines femmes commencent à se dévoiler le temps d'un cliché, mais où une simple bise peut susciter la colère des autorités. Nous verrons aussi comment le limogeage de la patronne du New York Times relance le débat sur le sexisme dans la presse américaine. Et nous partirons enfin au Liban où une avocate candidate à la présidentielle brise le tabou du système confessionnel. Mais pour commencer donc, direction l'Iran, où depuis l'élection à la présidence d'Hassan Rouhani il y a un an, l'ambiance semble se détendre, notamment pour les femmes. Dans la capitale ou sur les réseaux sociaux, certaines osent prendre des libertés avec leur voile. Mais la censure n'est pas loin. L'actrice Leila Hatami s'est attirée les foudres des autorités religieuses en faisant une chaste bise au président du Festival de Cannes sur le tapis rouge. Quelle est la marge de manœuvre des Iraniennes? Réponse avec Marc Pope. Il souffle sur l'Iran un vent de modernité, une tendance dont les femmes sont le symbole. Depuis plusieurs années, leur look s'est occidentalisé au point de faire de leur voile un simple accessoire de mode. Une image à des années-lumière des silhouettes de la révolution islamique de 1979. Les gens ici sont très préoccupés par la mode. Vous savez, ils y attachent beaucoup d'importance. Ils suivent les people à la télévision par le satellite et ils aiment adopter les dernières tendances. Mais si les tendances se libéralisent, les traditions, elles, sont encore bien ancrées. Ainsi, les femmes sont toujours obligées de monter à l'arrière dans le bus à l'écart des hommes et elles ne peuvent être en compagnie d'Iraniens dont elles ne sont pas les épouses. On ne peut pas même, marcher avec notre petit ami, oui, dans la rue, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous demande quelle est votre relation, oui. Et vous êtes mariés ou non, et c'est insupportable. Mais depuis l'élection d'Hassan Rouhani en 2013, les mentalités semblent évoluer. C'est beaucoup mieux maintenant avec le nouveau président. Avant, quand je sortais dans la rue et qu'on voyait mes cheveux, on me priait de replacer mon foulard, comme ça, en me disant que c'était mal. Mais maintenant, c'est beaucoup mieux. Signe de cette émancipation, certaines Iraniennes ont même osé retirer complètement leur voile, le temps d'une vidéo ou d'une photo publiée dans la foulée sur les réseaux sociaux. Si Hassan Rouhani s'est dit pour le renforcement du droit des femmes, beaucoup se demandent quelles sont ses marges de manœuvre. Dans un pays où celui qui tire les ficelles est le guide suprême Ali Khamenei. Selon ses étudiants, qui ont préféré garder l'anonymat, la politique du laisser-faire de ces dernières années répond à une volonté de contenir la colère d'une jeunesse prête à se révolter. J'ai l'impression que le gouvernement avait peur cette fois-ci, parce que vraiment, si ça se répétait, ça allait terminer très mauvais, très mal. Ça veut dire qu'ils ont donné un candidat, Rouhani, peut-être un peu plus modéré? Oui. Pour justement calmer. Pour calmer, exactement, pour calmer un petit peu. Peut-être qu'il faut changer la situation, mais il n'y arrivera jamais. Si elle rêve de liberté, la jeunesse iranienne reste malgré tout très réaliste, voire même philosophe, préférant pour l'instant se concentrer sur sa liberté de penser. Éric Scholl, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Et chaque semaine, votre hebdomadaire traite entre autres de la condition féminine et du sort des femmes. Et cette semaine, Courrier International se fait l'écho d'une polémique aux États-Unis qui a été provoquée par l'éviction de la patronne du prestigieux quotidien, le New York Times. Elle aurait juste en fait demandé d'être payée autant que son prédécesseur homme. Alors, est-ce que la presse américaine est sexiste, Éric ? En tout cas, c'est la question que pose en ce moment, mais toute la presse américaine, tous les journaux, il y a des articles, effectivement, depuis son départ le 14 mai, et qui s'interrogent pourquoi, d'abord, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment partie ? Quelles sont les vraies raisons de son départ ? Et c'est vrai qu'elle réclamait des émoluments supérieurs aux siens, mais enfin, après tout, effectivement, comme le New Yorker l'a fait remarquer, elle ne faisait que réclamer ce que gagnait son prédécesseur, Bill Keller, qui était l'ancien patron. Alors, Jill Abramson, c'est une femme de tête, une femme de caractère, qui était l'ancienne patronne du New York Times, la première femme à accéder à la tête du New York Times. Qui avait suscité l'espoir de beaucoup de journalistes femmes d'ailleurs à ce moment-là, puisqu'on se disait, voilà, enfin des postes de responsabilité sont ouverts aux femmes dans la presse américaine, qui reste quand même assez masculine. Et elle a tenu pratiquement 3 ans, pas beaucoup plus, et son départ se fait dans des conditions
assez difficile au point qu'il y a un chroniqueur du New York Times sur les médias qui dit voilà, la rédaction est en train de se transformer en un épisode de Game of Thrones. Oui. C'est assez cruel, c'est assez dur. Game of Thrones, donc la série de télé où effectivement il y a beaucoup de sang et de larmes. Et elle a été virée par le propriétaire, par Arthur Schultz. Et c'est d'autant plus ironique que le New York Times se fait un point d'honneur de justement défendre les droits des femmes à travers le monde, l'égalité salariale entre hommes et femmes. Ça suscite d'autant plus de polémiques. Exactement. Alors du coup, il y a eu beaucoup d'articles qui s'interrogent sur le plafond de verre aux États-Unis. On s'aperçoit que ce plafond de verre qu'on croyait avoir été brisé, en tout cas c'est ce que raconte le magazine Politico en ligne. On pensait qu'avec des gens comme Hillary Clinton, ce plafond de verre avait finalement disparu. Eh bien, on s'aperçoit qu'il existe toujours, et en particulier dans les médias, où c'est extrêmement dangereux pour une femme d'accéder à un poste de tête. Alors, en parallèle, ou pratiquement au même moment, la patronne du Monde en France doit démissionner. Et un article qui a été repris dans le courrier international du quotidien britannique The Independent pose la question, est-ce que la France a un problème avec les femmes de pouvoir, en parlant, juste en mettant en rapport les déboires de 4 dirigeantes, la patronne du Monde, du musée Picasso, Ségolène Royal et Anne Lauvergeon. Alors de quoi s'agit-il exactement ? John Lynchfield est le journaliste of Independent, c'est un très bon connaisseur de la France. Et effectivement, il met en rapport ces 4 affaires qui sont toutes, on va dire, elles sont toutes différentes, mais c'est vrai, elles sont toutes incarnées par des femmes puissantes, chacune dans leur domaine. La tête du Monde, la tête d'Areva, la patronne du musée Picasso, une grande experte. Bon, et elle s'interroge, au fond, est-ce qu'il faut voir une simple coïncidence ou est-ce qu'on s'en prend à elles parce qu'elles sont femmes ? Et son constat, c'est de dire qu'effectivement, on commence à voir aujourd'hui des femmes en France qui arrivent à des postes importants de responsabilité, mais alors, je le cite, il dit, les pionnières semblent payer le prix habituel de ceux qui sont les premiers à prendre une citadelle âprement défendue. Voilà, c'est très difficile pour elles et elles finissent par buter. Peut-être après, on peut dire pour des histoires de caractère, on va toujours trouver des bonnes raisons dans les 4 cas précédemment cités, ou des mauvaises raisons. Sont trop autoritaires, ce qu'on ne reproche pas forcément à un homme. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est exactement la même critique qui est faite à Gilles Abramson. On lui reproche son comportement trop autoritaire, son style de management. Et c'est vrai que ce type de critique, on l'entend rarement pour un homme. Pour un homme. Merci beaucoup, Éric Scholl. Donc, je rappelle que cet article et les autres sont à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. À très vite, à très bientôt. Et pour finir cette émission, direction le Liban qui cherche désespérément un nouveau chef d'État pour remplacer Michel Sleiman en fin de mandat. Parmi les candidats, une femme, Nadine Moussa, est avocate, indépendante de tout parti. Elle sait qu'elle a peu de chances d'être élue, mais veut faire avancer une cause. Elle veut briser les tabous du système confessionnel qui régit la vie politique libanaise. Regardez son portrait réalisé par nos correspondants à Beyrouth. Même si elle ne rentre pas encore par la grande porte, réservée aux députés, la candidate Nadine Moussa tient à assister à toutes les sessions électorales du Parlement libanais. L'élection n'aura pas lieu aujourd'hui. Une partie des députés a boycotté la séance. Nadine Moussa dénonce une mascarade et souligne l'échec d'une classe politique qu'elle considère totalement obsolète. C'est une classe politique confessionnelle féodale et qui est tenue dans son ensemble par 5 ou 6 leaders confessionnels qui, pour la plupart, étaient des seigneurs de la guerre. Comment on peut s'attendre à ce que des ex-seigneurs de la guerre puissent faire la paix et nous mener vers l'avant ? Avocate, spécialiste des droits des femmes, activiste, mère de famille et depuis peu, femme politique, Nadine Moussa se bat sur tous les fronts. Aujourd'hui, elle va présenter son programme aux électrices de la circonscription chrétienne du Métène où elle brigue la députation. Cette rencontre de bienfaisance est l'occasion d'évaluer la popularité de sa démarche. Nous, les Libanais, nous nous considérons comme un pays moderne. Mais des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan ou l'Inde ont des femmes députées, ministres et même premiers ministres. Mais pas chez nous. Ici, c'est la société patriarcale qui domine. Autres alliés naturels de Nadine Moussa, les activistes de la société civile, dont elle partage les combats depuis une dizaine d'années. Elle a même fondé une association de lutte contre la corruption. Cet après-midi, elle détaille son programme face aux membres du mouvement 3e Voie. Proposition phare, la sortie progressive du système confessionnel, un système qui répartit les responsabilités politiques en fonction des obédiences religieuses. Ce système a prouvé au fil des années qu'il n'aboutit qu'à un État
de guerre civile permanente, latente ou déclarée. Il faut tourner la page de la guerre. Il faut que les Libanais vraiment s'entendent à construire une nation. Si la candidate attire l'attention des médias étrangers, elle peine à se faire entendre dans les médias locaux. Cette interview à la radio La Voix du Peuple sera son premier passage en longueur sur les ondes. Elle dénonce un verrouillage mis en place par ses adversaires politiques. Les médias libanaises, dans leur grande majorité, sont aussi sous le contrôle des forces politiques actives du pays. On n'a pas vraiment encore des médias totalement indépendants et totalement libres. Aucun doute, la première candidate à la présidence veut plus qu'un rôle de simple figurante et elle espère bien convaincre les grands partis que le temps est venu de refonder le système politique libanais. On va décider. C'est ou lui ou moi. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On y attend vos réactions et vos suggestions. À très vite sur la toile.